Donc le temps, il n'a pas de vitesse. Ou alors, si vous tenez à dire qu'il en a une, vous direz qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous êtes bien avancé. Partant dans votre fusée, et vous dites quelle va être la durée qu'il me faudra pour lire un livre dans ma fusée, à ma montre. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous êtes en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement du temps, pour vous, dans la fusée, sera différente. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le temps n'existe pas, ou c'est une illusion, ou ce n'est que de l'abstraction? Pour dire ça, il faut très exactement savoir quelle est la chose dont on parle, dont on dit qu'elle n'existe pas. Et comment savoir ce qu'est une chose si on a dit en même temps qu'elle n'existe pas? Il faut la connaître très précisément. Étienne Klein, vous êtes directeur de recherche au CEA, enseignant, conférencier, philosophe des sciences. Vous avez publié 2 livres en 2025, Éloge du dépassement, c'était avec Thomas Pesquet, et Transport physique. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Étienne Klein. Merci pour votre invitation et bon anniversaire. Merci, effectivement, les 200 ans du Figaro que nous fêtons aujourd'hui avec vous dans ce lieu incroyable, le Grand Palais. On va parler de science, bien sûr, avec vous. 2 siècles de science. Nous allons voyager dans le temps. Ces 2 siècles qui sont nos 2 siècles, les siècles dans lesquels nous sommes, est-ce qu'ils ont, pour commencer ce voyage, une portée scientifique particulière? Moi, je dirais que ce sont les 2 siècles fondamentaux de la science qu'on appelle moderne. Elle est née au XVIIe avec des gens comme Galilée, Newton, et au XIXe siècle, elle se déploie d'une façon très spectaculaire avec la naissance de ce qu'on appelle la thermodynamique. Puis il y a une conception de la lumière qui s'installe. La lumière serait faite d'ondes électromagnétiques. Ça, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette idée va être remise en cause au début du XXe siècle par Einstein. Bref, ça bouge. Et en même temps, c'est le début de l'ère industrielle. On a confiance dans les principes de la physique et on construit des machines à vapeur, toutes sortes d'instruments qui montrent qu'un changement presque de civilisation est possible. Et oui, et 1826, qui est la date de naissance du Figaro, c'est aussi celle de la première photographie, à 1 ou 2 ans près. Oui, mais dans le Figaro de cette époque-là, il n'y a pas de science. Non, pas encore, c'est un journal littéraire. Et d'ailleurs, je vous propose une expérience de pensée. Quand vous voyez une photo de vous enfant et que vous la montrez à vos proches, vous dites « c'est moi » sur la photo. Vous ne dites pas « c'était moi ». Alors que toutes les cellules de votre corps ont été modifiées, remplacées par d'autres. Et donc la question, c'est quel est le lien de continuité qu'il y a entre vous quand vous étiez enfant et vous aujourd'hui? C'est quoi votre identité? Imaginez que vous soyez le Figaro d'aujourd'hui, auquel vous montrez le premier numéro qui a paru sous ce titre en 1826. Est-ce que le Figaro d'aujourd'hui va dire, en regardant ce numéro d'alors, c'est moi? C'est déjà moi? Ou est-ce qu'il va dire, c'était moi? En plus, il a eu plusieurs vies, le journal. Et alors, est-ce que la science d'aujourd'hui, est-ce que c'était elle? Est-ce que c'est toujours elle? Est-ce que c'est la même science qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on la fait de la même manière aujourd'hui en 2026 qu'on la faisait en 1826? Je dirais que le 19e siècle, quand le Figaro naît, c'est une période dans laquelle on fait aussi des observations, on construit des machines à vapeur. Et on essaie sur des ingénieurs qui en déduisent des lois empiriques. Et ça va aboutir à la formulation de la thermodynamique, qui explique comment la chaleur se transfère d'un système vers un autre système. Quelles sont les lois qui régissent la propagation, les échanges de chaleur? Et cette thermodynamique va poser des questions fondamentales qui vont déboucher au début du XXe siècle sur de véritables révolutions. Voilà. Mais on pourrait dire qu'au XIXe siècle, il n'y a pas vraiment de révolution. Enfin, tout semble assez cohérent. Il y a simplement un problème qui émerge dans la deuxième moitié, c'est que les équations de la thermodynamique, elles ont une propriété très bizarre. C'est quand vous changez le signe du paramètre temps, vous inversez le sens du temps dans les équations. Les équations ne sont pas invariantes. Alors que si vous faites la même chose pour les équations de la mécanique de Newton, c'est invariant. Quand vous changez t en moins t, l'équation est la même. Autrement dit, ce que vous dit Newton, c'est non pas qu'on peut voyager dans le temps comme vous tentez de le faire aujourd'hui, c'est que la physique de Newton nous dit que si un système peut évoluer de l'état A vers un état B ultérieur, il peut aussi évoluer de l'état B et retrouver plus tard l'état A. Autrement dit, toutes les évolutions sont réversibles.
un système peut retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. Et ça, c'est quand même très bizarre, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit, nous. On voit que quand on met du lait dans notre café, ça fait du café au lait, et on peut attendre aussi longtemps qu'on voudra. On ne retrouvera jamais plus tard, d'un côté le lait tout blanc d'un côté, et de l'autre côté le café noir. Donc les phénomènes autour de nous sont irréversibles. Or, les équations de la thermodynamique, elles sont irréversibles. Elles nous disent qu'un système ne peut pas retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé, à cause de la croissance d'un truc qu'on appelle l'entropie. Et ça va créer une controverse terrible, qui va durer 40 ans. Il y a des gens qui vont dire, les vraies équations de la physique, c'est les équations de la thermodynamique, parce qu'elles rendent compte du monde tel qu'on l'observe. Et puis il y a quelques récalcitrants, des génies, comme Boltzmann, un habitant de Vienne, un Autrichien, qui lui va dire méfions-nous de ça. Souvenons-nous de Galilée. Le pari de Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. On peut expliquer ce qu'on voit par des lois qui contredisent ce qu'on voit. Ensuite, il faut expliquer comment une loi qui contredit ce qu'on observe explique quand même ce qu'on observe, en disant qu'il y a la gravitation qui les fait tomber tous de la même façon, mais s'ils ne tombent pas dans le vide, il y a la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui crée les différences de vitesse que nous observons. Et donc l'idée de Boltzmann, c'est qu'une loi physique peut ne pas ressembler au phénomène qu'elle décrit. Et son pari, c'est de dire les équations de Newton qui sont réversibles sont les bonnes équations. Et la thermodynamique, c'est une science qui devient juste quand on a affaire à un grand nombre d'atomes. Donc il fait l'hypothèse que les atomes existent, une idée qui à l'époque n'était pas du tout populaire chez la plupart des physiciens. Et donc il dit, si on fait l'hypothèse que l'atome existe, et par exemple un gaz est constitué d'atomes, alors on peut retrouver les équations de la thermodynamique à partir des équations de la mécanique. Et il va être très peu suivi sur ce plan-là. Il va y avoir une controverse qu'on va appeler la controverse portant sur la réversibilité des équations de la mécanique. Et en 1906, Boltzmann est épuisé par les controverses. Il est en vacances à Trieste, en Italie, avec sa famille. Il laisse sa famille sur la plage. Il rentre à l'hôtel tout seul et il se pend. Il se suicide. Et quelques mois plus tard, un physicien français qui s'appelle Jean Perrin, reprenant des travaux théoriques d'Einstein de 1905, démontre expérimentalement l'existence de l'atome. Et donc, Boltzmann avait raison, mais il est mort avant d'en avoir la preuve. Et la découverte de l'atome, c'est aussi une révolution qui va déclencher, elle, une autre physique que la relativité d'Einstein, qui est la mécanique quantique, dont on fête ce mois-ci, janvier 2026, le premier centenaire, si on le mesure à partir de l'année 1926, quand un physicien autrichien qui s'appelait Erwin Schrödinger publie une équation qui pilote le mouvement des électrons dans les atomes et qui signe l'acte d'essence de ce qui deviendra la physique quantique. À ce stade, Étienne Klein, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur une question qui, je sais, vous est chère, en tout cas sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, sur la question du temps, puisque c'est un voyage dans le temps que nous sommes en train de faire. Est-ce que le temps, avec la relativité d'Einstein, c'est l'objet de découverte par excellence de ces 2 derniers siècles? En tout cas, il a subi des révolutions. Faites une expérience de pensée vous-même. Enfin, c'est même une expérience de pensée que vous pouvez faire dans la vraie vie. Vous prenez le livre de Saint-Augustin qui s'appelle Les Confessions. Il y a un chapitre qui s'appelle Le Temps, qui fait quelques dizaines de pages. Traduit en français. C'est un livre qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 16 siècles. Lisez-le aujourd'hui. Il va se passer un truc étonnant. C'est que vous allez comprendre ce que dit Saint-Augustin. C'est bizarre. Dire que lui-même ne l'avait pas compris? Si, il comprend, mais vous comprenez toutes les phrases qu'il met dans ce texte. Et ça devrait vous surprendre, puisque entre lui et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps, son lien à l'espace, à la matière, à l'énergie. Donc si notre langage avait tenu compte de ce qu'on a appris sur le temps, il aurait été tellement transformé par les révolutions dont je viens de parler
que ce langage serait devenu incommensurable, intraduisible par rapport au langage de saint Augustin, de sorte qu'on ne pourrait pas comprendre ce que disait à l'époque saint Augustin. Or, on comprend ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous parlons comme lui. Ça veut dire que les connaissances sur le temps n'ont eu aucun effet sur notre façon de dire le temps. Ce qui rend le langage suspect. Je vous donne un autre exemple. Vous connaissez cet appareil prosaïque qu'on appelle l'aspirateur. Un petit peu. Voilà. Imaginez qu'il y ait expérience de pensée complètement fictive. Imaginez qu'il y ait une poussière sur le sol, une miette de pain. Je veux l'éliminer. Je vais chercher un aspirateur, je le branche, je l'allume. Et je vois la miette de pain qui se précipite dans le tube. À distance. C'est quand même assez extraordinaire. Spectacle banal, mais extraordinaire. Et si je vous demande, mais quelle est la force qui s'applique à la miette de pain, qui la projette dans le tube de l'aspirateur? Vous allez me dire, l'aspirateur, ça aspire. Donc la miette, elle est aspirée. Pas du tout. Ça, c'est un résidu du langage d'Aristote. Qu'est-ce qui se passe dans un aspirateur? D'abord, la miette. Pourquoi est-ce qu'elle est immobile sur le sol? Parce qu'elle est percutée par des molécules d'air, d'azote, d'oxygène qui viennent de toutes les directions. Et la moyenne de tous ces chocs est nulle. De sorte que la miette est immobile sur le sol, sauf évidemment s'il y a du vent. Et là, il n'y en a pas, donc elle est immobile. Maintenant, j'amène l'aspirateur, je le branche. Au fond, l'aspirateur, il y a une hélice qui tourne avec des pales. Les pales vont envoyer vers le fond de l'aspirateur des molécules d'air qui sont percutées par les pales. Parmi elles, il y en a certaines qui, si l'aspirateur n'était pas en marche, viendraient percuter la miette. Mais là, elles ne viennent plus. Donc la miette, elle est plus percutée par des molécules qui viennent de ma gauche qu'elle n'est percutée par des molécules qui viennent de ma droite. Donc si elle va dans l'aspirateur, c'est non pas du tout parce qu'elle est poussée, c'est parce qu'elle est aspirée. J'ai fait un lapsus terrible. C'est pas parce qu'elle est aspirée, parce qu'elle est poussée. Donc les aspirateurs devraient s'appeler des pousseurs, des rétropousseurs. Je m'égare. Revenons sur le temps, c'est un concept qui semble familier à tout le monde. Mais pourtant, plus on le creuse scientifiquement, plus il devient abstrait. Écoutez, pourquoi ce paradoxe? Vous et moi, on a pris rendez-vous il y a plusieurs semaines. Mmh. À l'époque, nos montres étaient synchronisées. Mmh. Pendant cette période qui sépare notre prise de rendez-vous d'aujourd'hui, vous avez peut-être pris le train, peut-être l'avion, vous êtes déplacé dans l'espace. Moi aussi. Et on était à l'heure tous les deux. Conclusion. Le temps, il est universel. Il est le même pour tous les observateurs. Deuxièmement, il est absolu puisqu'il ne dépend pas de nos mouvements dans l'espace. Nos montres sont synchronisées. Quels que soient les mouvements qu'on a dans l'espace, nos montres restent synchronisées. Cette conclusion semble évidente et elle est complètement fausse. Elle n'est vraie pour nous que parce que nos vitesses de déplacement dans l'espace sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Si nos trains, nos avions pouvaient aller à ne serait-ce qu'un dixième de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous facilement. Nos montres se désynchroniseraient de sorte qu'on ne serait pas d'accord sur l'heure qu'il est et on raterait nos rendez-vous. Donc on ne peut prendre de rendez-vous facilement que parce que nous allons lentement. Et c'est ça qu'a apporté Einstein avec sa théorie de la relativité. Et vous voyez que c'est tout de suite quelque chose qu'on ne peut pas éprouver directement dans notre expérience quotidienne. Mais alors voilà un exemple où la science, d'une certaine manière, a rendu ce concept du temps, qui était plutôt simple à l'origine, universel. Oui, sympathique. L'a rendu plus opaque, finalement. Non, parce que les équations d'Einstein disent exactement ce qui se passe. Elles permettent de calculer la désynchronisation qui se fait quand on fait un voyage dans l'espace. Ouais. Elles sont vérifiées avec une précision absolument remarquable. Et donc, non, je pense que, certes, ça contrevient à notre intuition, comme tous les résultats de la physique depuis Galilée, mais on arrive maintenant à saisir ça avec une précision diabolique. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le temps n'existe pas, ou c'est une illusion, ou c'est quelque chose de tout à fait ce n'est que de l'abstraction? Si vous dites le temps n'existe pas, d'abord, pour dire qu'une chose n'existe pas, il faut exactement connaître ses propriétés pour être sûr qu'elle n'existe pas. Si vous dites que le temps n'existe pas, ça veut dire que vous avez une théorie physique dans laquelle ce que vous pensez être le temps n'a pas de contrepartie dans les concepts de votre théorie.
Mais alors, ça veut dire qu'il faut exactement savoir ce qu'est le temps. Mais peut-être que le temps, il n'est pas comme vous pensez qu'il est. Et si vous n'avez pas dans votre théorie une contrepartie des idées que vous avez sur le temps, ça ne veut pas dire pour autant que le temps n'existe pas, mais peut-être qu'il existe sous une autre forme que celle que vous aviez imaginée. Donc moi, j'aime pas les discours, le temps n'existe pas, le réel n'existe pas, la vérité n'existe pas. Parce que pour dire ça, il faut très exactement savoir quelle est la chose dont on parle, dont on dit qu'elle n'existe pas. Et comment savoir ce qu'est une chose si on a dit en même temps qu'elle n'existe pas? Il faut la connaître très précisément. Alors comment la connaître précisément si elle n'existe pas? Effectivement. Mais une Donc, en illusion, une illusion, ça existe. Ah bien sûr. Mais C'est juste pas tout à fait ce qu'on pense que c'est. Mais... Non, mais ce que dit la théorie d'Einstein, c'est qu'il y a autant de temps propre qu'il y a de référentiels différents. Vous avez votre temps propre indiqué par votre montre, j'ai le mien. Il se trouve qu'ils sont synchrones parce que nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à celles de la lumière. Mais en fait, si vous pouviez vous éloigner de moi à très grande vitesse, et bien quand on se retrouverait, nos montres seraient désynchronisées. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe pas, ça veut dire que vous avez vécu votre temps propre et moi j'ai vécu le mien. Et alors pourtant, à l'échelle quantique, on tient encore compte de la dimension du temps à l'échelle Les quantique? équations de la physique quantique, qu'elles soient relativistes ou pas, ne révolutionnent pas le temps parce que le temps est décrit en physique quantique comme il est décrit en relativité. D'accord. Donc la physique quantique ne change rien au temps. Et vous voyez, moi je trouve qu'on parle pas très bien de la science, au sens où on fait comme si les révolutions dont nous parlons étaient simplement des évolutions. Et donc on les dit dans les termes des théories qu'elles remplacent. La relativité restreinte, par exemple, d'Einstein de 1905. Moi, je vois encore trop de livres dans lesquels on voit écrit la théorie de la relativité dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vitesse d'écoulement, ouais. Alors, c'est quoi une vitesse d'écoulement pour le temps? C'est-à-dire qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, le temps, il n'a pas de vitesse. Ou alors, si vous tenez à dire qu'il en a une, vous direz qu'il avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous êtes bien avancé. Donc le temps n'a pas de vitesse. Mais admettons qu'il en ait une. La phrase « La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace ». Imaginez que moi je reste ici pendant que vous embarquez dans une fusée qui vous emmène je ne sais où à la moitié de la vitesse de la lumière. Dans ce référentiel où nous sommes tous les deux, on a mesuré, vous comme moi, que la durée qu'il nous faut pour lire un livre à notre montre, c'est 2 heures. Partant dans votre fusée, vous allez emporter des livres pour vous distraire et votre montre. Et vous dites, quelle va être la durée qu'il me faudra pour lire un livre dans ma fusée, à ma montre. Et vous vous souvenez de la phrase que je viens de citer? La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Vous êtes en déplacement dans l'espace. Donc la vitesse d'écoulement du temps pour vous dans la fusée sera différente. Donc la durée qu'il vous faudra pour lire un livre, ça sera moins que 2 heures ou plus que 2 heures. On ne dit pas dans quel sens ça varie. Là, si vous faites expérience dans votre fusée, vous verrez qu'il vous faut 2 heures. Le fait d'être en mouvement ne change rien, puisque quand vous êtes en mouvement dans l'espace, vous n'êtes pas en mouvement par rapport à vous-même. C'est la phrase de Galilée. On peut se perdre dans le temps. La phrase de Galilée, le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. La différence entre Galilée et Einstein, et je conçois que ce soit une différence importante, c'est que si c'est vous qui partez, vous allez voyager pendant quelques années à la moitié de la vitesse de la lumière. Quand vous allez revenir, ce sera passé à votre monde quelques années. Et quand vous reviendrez sur Terre, moi je serai mort depuis longtemps. Ça ne voudra pas dire que vous avez vécu plus longtemps que moi. Vous vivrez votre vie normale, moi aussi j'aurai vécu 100 ans j'espère. Mais je serai mort parce que votre temps propre se sera désynchronisé du mien. Donc ce que dit la relativité, c'est pas qu'il y a un temps dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur. Elle dit qu'il existe autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Voilà. C'est pas le même message. Dans ce message-là, est-ce que la notion de présent, parce qu'on arrive à la fin de notre voyage, qui est notre présent, est-ce qu'elle a un sens? C'est une très bonne question parce que, vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Carnap. Il a rendu visite à Einstein juste avant sa mort, en 1954. Einstein est mort en 1955, donc un an plus tard. Et il raconte dans sa biographie, Carnap,
la discussion qu'il a eue avec Einstein. Et Einstein était très troublé quand il l'a vu, parce qu'il venait de prendre conscience d'un problème qui était apparu de façon très nouvelle dans sa conscience. C'est que les physiciens nomment le temps par le paramètre t. Et la façon de nommer un instant, de le décrire mathématiquement, est la même pour tous les instants. Autrement dit, le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Tous les instants ont le même statut. Mais pour nous, l'instant présent, il n'est pas comme les autres, il a une sorte d'éclat particulier. C'est l'instant de notre présence. Il a un statut différent des autres instants, du passé ou du futur. Et ça a ébranlé Einstein. Il s'est posé la question, est-ce que la singularité de l'instant présent est quelque chose de réel, auquel cas la physique n'a pas su le décrire, donc elle est incomplète, elle n'a pas terminé son travail, ou au contraire, est-ce que c'est une production de la conscience, auquel cas c'est l'affaire des neuroscientifiques et non pas des physiciens. Et donc la grande question, c'est quel est le statut de l'instant présent en physique? Eh bien, si vous regardez les publications, vous verrez que c'est un sujet qui suscite aujourd'hui beaucoup de recherches. Ça veut dire qu'on comprend mieux le temps que le présent? Alors, il faut que je réfléchisse avant de vous répondre, mais j'ai bien envie de dire oui. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on comprend. Ouais. À travers ça veut dire qu'on comprend mieux des périodes lointaines dans le passé ou dans le futur, quelque part. Et on peut pas dire, en train de vivre là. On peut pas dire que le temps est une production de la conscience. Parce qu'on sait que l'univers est bien plus âgé que la conscience. Les humains sont là depuis quelques millions d'années, l'univers a 13,7 milliards d'années. C'est-à-dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc si le temps est une production de la conscience, comment le temps a-t-il pu passer avant que la conscience apparaisse? On a un petit problème là qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui suscite beaucoup de débats. Donc voilà, il y a la question du statut du temps, et il y a la question du rapport que nous avons avec notre conscience au temps physique. C'est deux questions presque différentes. Si un savant, un scientifique de 1826, arrivait en 2026, à votre avis, est-ce qu'il serait plus impressionné par nos découvertes ou par le nombre de choses qu'on a découvertes qu'on ne savait pas? Alors, je pense d'abord qu'il faudra aménager pour lui un parcours dans notre monde qui soit par étapes. Si on le montre tout d'un coup, il va devenir fou. Il ne connaît pas l'électricité. Il va rien comprendre. À l'époque, on ne connaît pas encore les équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Hein. Et donc, je pense qu'il va ne pas comprendre. Il va être sans doute impressionné par certaines choses, catastrophé par d'autres. Par exemple, je pense qu'il ne comprendrait pas qu'il y a encore des gens qui dorment dans la rue à Paris. Voilà. Et puis, on va lui dire qu'on est allé sur la Lune. On va dire comment c'est possible. Il va donc voir qu'on est allé beaucoup plus loin dans certains domaines que ce qu'il avait imaginé. Et ça va sans doute l'impressionner. En plus, il faudra du temps pour lui expliquer tout ce qu'on a découvert depuis cette époque. La relativité, la mécanique quantique dont on a parlé, l'existence de l'atome. En fait, il va être complètement éberlué. Et puis, il y a des endroits où il sera étonné qu'on n'ait pas plus avancé. Voilà. L'augmentation des inégalités, peut-être, si c'est un progressiste que vous invitez par chez nous. Bref, ce serait difficile de faire un bilan simple de ce type d'expérience. Et alors, dernière question, puisque je le rappelle, on fête les 200 ans du Figaro ici au Grand Palais, c'est pour retomber sur nos pattes dans ce voyage. Est-ce que le langage cher aux journalistes et à un journal comme le Figaro est adapté pour parler du temps? Non. Est-ce qu'il nous manque des mots? Non, mais la science, la physique dont je parle, elle n'est pas déjà contenue dans le langage. Donc, si vous voulez transmettre de la science par le langage, il faut procéder à une critique du langage. Il faut être en lutte avec la langue, comme dit Wittgenstein. Donc, pour moi, la vulgarisation ou la transmission des connaissances, c'est d'abord un travail sur le langage. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a à dire? Et comment peut-on parvenir à dire ce qu'on a à dire quand le langage qui est à notre disposition ne le dit pas déjà? La physique quantique, elle n'est pas dite dans le langage. Donc, si vous voulez la dire avec le langage, il faut commencer par en faire une critique. Il faut le travailler pour lui faire
pour le rendre capable de dire ce qu'il ne dit pas spontanément. Donc, si vous voulez, la matière première des vulgarisateurs, c'est le langage. Travailler la langue pour qu'elle arrive à dire du nouveau pour elle et pour nos esprits. Merci, Étienne Klein. Je ne sais pas si j'étais clair. Je suis un peu fatigué, hein. Vous me faites venir à des heures tardives après des heures de cours. J'ai plus de voix, j'ai l'esprit un peu brumeux. J'espère que ça ne s'est pas trop senti. Et en tout cas, je vous souhaite à vous, à votre journal, et surtout à l'équipe qui traite la science dans le Figaro, un bon anniversaire et une bonne année. Merci beaucoup, je me joins à vos vœux pour souhaiter au Figaro dans son ensemble un bon anniversaire pour ses 200 ans. Et donc je rappelle la publication de vos 2 livres, Éloge du dépassement, Transport physique. À très vite, à la semaine prochaine même, pour un prochain numéro de Planétarium.